Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, je veux commencer par vous raconter une petite histoire. C'est vendredi, 17 h, et vous recevez un message de votre manager qui dit: On peut se parler lundi matin? C'est tout, pas plus d'infos, pas de contexte. Vous répondez que oui, bien sûr, on se voit lundi. Et puis voilà, en 3 secondes, c'est parti. Le stress qui monte à l'idée de ce qui vous attend le lundi. Donc vous relisez ce message une fois, 2 fois, 10 fois. Vous analysez le ton, la ponctuation. Vous remarquez qu'il y a pas d'emoji alors que d'habitude, elle en met toujours un. Vous dites qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc le soir, c'est soirée entre amoureux, mais vous êtes pas vraiment là. Vous êtes encore un petit peu la tête au bureau à réfléchir à ça. Puis tout le week-end, vous imaginez que peut-être vous avez fait une grosse boulette sur un dossier. Vous repassez toute votre semaine en revue pour trouver ce que vous avez peut-être raté. Vous vous dites déjà que lundi, vous allez vous faire remonter les bretelles, voire même que vous allez être viré. Et donc dimanche soir, vous dormez hyper mal et vous arrivez le lundi matin au bureau avec la boule au ventre. Votre manager vous appelle dans son bureau et elle vous annonce qu'elle voudrait bien vous proposer de piloter un nouveau projet. Bon, du coup, vous avez passé un week-end entier à vous inquiéter, ça vous a bien plombé et au final, c'était pour une bonne nouvelle. Cette histoire, je l'invente pas puisque c'est arrivé à une cliente, en coaching récemment et peut-être que ça vous est déjà arrivé, enfin, je pense que ça arrive à tout le monde d'imaginer que quelque chose va mal se passer, que quelque chose va nous tomber sur la tête et en fait, bah, c'était rien et tout va bien. Donc ce qui est intéressant ici, c'est de voir que c'est pas le message en lui-même qui nous fait souffrir, qui génère ce stress, cette anxiété. Le message en lui-même, il est neutre. Ce qui nous fait souffrir, c'est tout ce que le cerveau fabrique autour. Tout ce qu'on se raconte, tout ce qu'on a imaginé, interprété, anticipé, et qui, ici en l'occurrence, était faux. Parce que notre cerveau, c'est une machine incroyable, certes, mais contrairement à ce qu'on croit, il n'est pas tout à fait rationnel. Il interprète, il prend des raccourcis, il comble les trous, il va au plus vite et parfois il déforme. Ces déformations-là, elles ont un nom, on appelle ça des distorsions cognitives. Sauf que sur le moment, on ne s'en rend pas compte du tout. Quand je suis dedans, je me dis pas: «Tiens, je suis en train d'interpréter». Non, je suis convaincue que ma manager va m'annoncer un truc pas cool. Pour moi, c'est quasi sûr, c'est pas une hypothèse, c'est pas une possibilité parmi tant d'autres, c'est ce qui va se passer. Et c'est bien ça le problème. On a tendance à, naturellement, hein, à croire nos pensées, à penser que ce qu'on pense, c'est vrai. Et quand ce qu'on pense, bah, c'est pas tout à fait vrai, quand il y a des distorsions cognitives, ça peut avoir des conséquences très concrètes sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on fait. On vient de le voir avec l'exemple que je vous ai donné. C'était un week-end de stress, c'était une soirée un petit peu gâchée, c'était une nuit où bah, elle n'a pas bien dormi. Mais ça peut aussi arriver au quotidien à différents degrés, souvent et dans la grande majorité des cas sans qu'on s'en rende vraiment compte, sauf que ça nous génère, bah, parfois de la culpabilité, du stress, de l'anxiété, de la honte et on se rend pas forcément compte que derrière ce ressenti, il y a en fait des pensées, mais des pensées biaisées et le fait d'avoir connaissance de ces distorsions cognitives, ça aide énormément à les repérer et à pouvoir prendre un petit peu de recul par rapport à ces pensées qui peuvent nous faire souffrir, nous impacter. Des distorsions cognitives, il y en a plein. J'ai eu du mal à choisir, mais j'en ai choisi 7 pour cet épisode. C'est à la fois celles que je remarque le plus chez les personnes que j'accompagne et à la fois celles qui, je trouve, sont le plus impactantes. Donc dans cet épisode, on va voir ensemble 7 distorsions cognitives qui nous font parfois souffrir sans qu'on s'en rende compte, avec plein d'exemples concrets pour que vous puissiez les repérer chez vous, parce que c'est toujours plus simple chez les autres, mais chez soi-même, c'est pas toujours facile. Et à la fin, je vais vous donner une méthode pour commencer à travailler sur ça dès aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Steph Boulips, je suis coach personnel et professionnel depuis 6 ans maintenant. J'accompagne des femmes et parfois quelques hommes à se sentir confiantes, sereines et vraiment épanouies dans leur vie pro et aussi perso avec des coachings et des programmes d'accompagnement. Voilà, maintenant vous me connaissez un peu mieux et si vous me connaissez, vous savez que j'aime bien poser les bases et là il y a une base importante que je voudrais qu'on pose ensemble avant d'attaquer les distorsions cognitives directement parce que quand on comprend ce mécanisme-là, tout le reste de l'épisode est quand même beaucoup plus clair. On l'a dit, une distorsion cognitive, c'est une erreur de raisonnement de notre cerveau. C'est pas un mensonge, c'est pas un défaut qu'on aurait, c'est pas de la mauvaise foi. En fait, ça se passe automatiquement. C'est pas un choix conscient de faire une erreur de raisonnement. En fait, on ne décide pas de le faire. Et d'ailleurs, on a toutes et tous des distorsions cognitives. C'est notre cerveau, il fonctionne comme ça. Mais il y a autre chose, c'est que on ne filtre pas
tous l'information, la même information de la même façon. La manière dont on filtre une information, ça dépend aussi de notre histoire, de notre vécu, de ce que notre cerveau a appris à surveiller, de plein de choses qui font que face au même message de ma manager, quelqu'un qui a un fond d'anxiété peut-être plus élevé, qui a vécu des situations professionnelles compliquées par le passé, va avoir tendance à lire dans ce message une potentielle menace. En tout cas, son cerveau va percevoir une potentielle menace de je vais me faire remonter les bretelles, j'ai fait quelque chose de mal, on va peut-être me virer, et cetera. Tandis que quelqu'un d'autre, face à exactement le même message, va peut-être se dire: «Bah, OK, ce sera sûrement un point sur un projet en cours» et puis va peut-être pouvoir passer à autre chose. Donc là, il y a déjà quelque chose d'intéressant à remarquer, c'est que c'est le même message, mais 2 réactions complètement différentes. Donc ce que ça veut dire, c'est que c'est pas le message qui produit mon anxiété, mon stress, sinon tout le monde réagirait pareil. Et on en vient donc à un point très important, c'est que nos émotions ne dépendent pas seulement de ce qui nous arrive, des circonstances, des événements, mais en grande partie de la façon dont on les interprète. Parce qu'on a tendance à croire que c'est, ce qui se passe, en dehors de nous qui nous fait ressentir les choses. C'est le message de cette manager qui me stresse, c'est cette remarque d'une amie qui me fait culpabiliser, c'est, ce mec qui me fait une queue de poisson sur la route qui, me met en colère. Mais en réalité, entre l'événement et mon émotion, il y a une étape. Une étape qu'on ne voit pas passer en réalité tellement elle est rapide. En fait, cette étape, c'est la manière dont notre cerveau il filtre l'info, c'est ce qu'on en pense, c'est comment on l'interprète, et c'est de là que va venir l'émotion qu'on ressent, et donc le comportement qui suit aussi. Parce que si je ressens du stress, je vais peut-être pas réagir de la même manière que si j'en pense pas grand-chose et que je me sens apaisée. Ça a été théorisé par le psychiatre américain Aaron Beck dans les années 60. Alors bien sûr, il le reconnaît lui-même, c'est pas une idée nouvelle. Les stoïciens la formulaient déjà il y a 2000 ans. Alors je vais essayer de bien vous restituer la citation de Épictète, mais je crois que c'est «Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais leurs jugements ou leurs opinions sur les choses». Donc ils avaient déjà tout compris. La différence, c'est que Aaron Beck, il a théorisé ça et surtout il en a fait une méthode concrète et c'est de là que sont nées les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales. Bon, on a fait le petit point histoire. Maintenant, quelque chose d'important que je veux vous préciser, c'est que ce que je viens de vous dire là, ça ne veut pas dire que tout est dans votre tête. Il y a des situations objectivement difficiles, des personnes injustes, des relations, qui sont mauvaises pour vous. Enfin, ce que vous ressentez, c'est jamais, illégitime. Ce que je veux dire ici, c'est qu'une partie est aussi ajoutée par l'interprétation. Et c'est une très bonne nouvelle parce que bien souvent les circonstances, on a peu de prise dessus, mais sur nos pensées, on en a une. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Les distorsions cognitives, donc il y en a 7. La première distorsion cognitive, c'est la lecture de pensée. Notre cerveau, il supporte pas le vide. Il déteste l'ambiguïté et donc il va combler, il va fabriquer une explication et il nous la présente comme un fait. Et la lecture de pensée, c'est ça, en fait. C'est quand on attribue des pensées à quelqu'un, bien souvent ce sont des pensées négatives ou contre nous, etc. On est convaincu de savoir ce que les autres pensent, ce que la personne se dit, sans qu'il l'ait dit, bien sûr, et sans aucune preuve. Je vais vous donner des exemples. Vous prenez la parole en réunion et il y a quelqu'un qui regarde son téléphone, vous en concluez qu'il ou elle s'ennuie, que ce que vous dites, ça intéresse personne. Ou bien vous envoyez un message à une amie qui, vous a laissé en vue, qui vous répond pas et vous dites que peut-être elle vous en veut et que c'est sûrement à cause de quelque chose que vous avez dit la dernière fois. Ou bien vous proposez une idée et votre manager vous répond juste OK et vous vous dites qu'il doit trouver ça pourri. Et le truc, c'est que quand on se dit ça, on y croit. Peut-être en fait, peut-être que cette explication c'est la bonne. Et là, dans tout ce que je vous dis avec ces distorsions cognitives, c'est pas pour vous dire que vos pensées elles sont forcément fausses, mais peut-être qu'il y a effectivement une erreur de raisonnement. Et là, en l'occurrence, il pourrait y avoir peut-être 15 autres explications possibles. Peut-être que la personne qui regardait son téléphone en réunion était en train d'essayer de gérer un problème de nounou, que votre ami qui a pas pu vous répondre était en réunion. Bref, il pourrait y avoir plein d'explications, mais celles-ci, on les envisage même pas. En fait, notre cerveau, il va directement sur celle qui va nous faire du mal. Et le vrai coup de cette distorsion, c'est pas tant l'inconfort du moment, même s'il y a ça quand même, c'est quand on agit dessus.
C'est quand je perds confiance en réunion parce que je me suis dit que ce que je raconte, c'est pas intéressant. C'est quand j'envoie un deuxième message à mon amie pour m'excuser d'un truc que j'ai peut-être même pas fait parce que je pense qu'elle m'en veut. C'est quand potentiellement je refroidis une relation par anticipation parce que je crois percevoir que la personne, elle m'apprécie pas. Et donc du coup, moi-même, je deviens distante, etc. Donc là, ce qui est hyper important, c'est faire attention à ce choix qu'a fait notre cerveau, parce que finalement, l'explication qu'il nous donne, c'est un choix qu'il a fait dont on n'a pas conscience, mais c'est voir qu'il y a potentiellement d'autres interprétations possibles, d'autres explications, même si celle qu'a choisi notre cerveau automatiquement, elle paraît tout à fait convaincante, c'est peut-être pas la réalité. Deuxième distorsion cognitive, c'est le filtre mental, aussi appelé abstraction sélective. Pour celle-là, je vais vous demander de faire quelque chose. Ça va vous prendre 10 secondes. Je vous propose de repenser à la dernière chose sympa qu'on vous a dite. Un compliment, un remerciement, un retour positif au travail. Essayez de vous souvenir de ce moment, des mots exacts de la personne, de l'endroit. Maintenant, repensez à la dernière remarque un petit peu désagréable qu'on vous a faite. Une phrase un petit peu sèche ou même une critique, un jugement. Là, je parie que c'est venu peut-être plus vite, avec plus de détails. Peut-être que vous vous souvenez même des mots exacts, du ton, de ce que vous avez répondu ou de ce que vous n'avez pas osé répondre, de ce que vous auriez dû dire. Peut-être que vous vous en souvenez alors que c'est vachement plus ancien que le compliment. Et ben c'est ça le filtre mental. C'est qu'on a tendance, enfin, notre cerveau a tendance à se concentrer et à retenir un détail d'une situation. Et c'est souvent celui auquel est attachée une émotion inconfortable. L'exemple typique, c'est l'entretien annuel. Ça a duré 45 minutes. Pendant 40 minutes, on vous a dit plein de bonnes choses, que vous remplissiez les attentes, que le projet a bien avancé grâce à vous. Et puis peut-être qu'à la fin, il y a eu 5 minutes sur un axe d'amélioration. Et le soir, quand vous repensez ou quand on vous demande comment ça s'est passé, vous allez vous rappeler des 5 minutes. Vous allez raconter ces 5 minutes-là. C'est ce à quoi vous allez le plus repenser, peut-être même ce sur quoi vous allez ruminer. Et ben c'est ça le filtre mental. Si on s'en reparle dans 6 mois de cet entretien annuel, peut-être que vous n'aurez pas gardé le sentiment d'un bon entretien avec un point à travailler, mais vous allez garder plutôt le souvenir de cette remarque. Et le risque, c'est que ces souvenirs-là, ils s'accumulent, on va dire, et finissent par impacter l'image qu'on a de soi. Donc l'idée avec cette distorsion-là, c'est pas de vous forcer à voir le positif absolument, c'est de remettre ce détail sur lequel votre cerveau va focus à sa place, dans sa juste place par rapport à la situation plus globale. La troisième distorsion cognitive que je vais vous partager, c'est l'étiquetage. C'est le moment où on passe d'un fait à presque une identité. Par exemple, j'ai bafouillé, ça devient je suis nulle à l'oral. Ou j'ai crié sur mes enfants, ça devient je suis une mauvaise mère. J'ai pas osé prendre la parole, ça devient je suis lâche, je sais pas m'affirmer, et cetera. Donc là, la différence, c'est que, bah, j'ai bafouillé par exemple, c'est un fait, c'est daté, c'est délimité, c'est quelque chose qui s'améliore. Alors que quand je me dis: «Je suis nulle à l'oral», bah, là, c'est une étiquette, ça devient quelque chose que je suis et ça m'enferme. Ces étiquettes-là, elles s'auto-alimentent. Si je suis persuadée d'être quelqu'un qui sait pas dire non, beh, je vais éviter les situations où il faudrait dire non, donc je vais jamais m'entraîner à dire non. Je vais jamais pouvoir me prouver le contraire de ce que je crois et en fait l'étiquette, elle va se maintenir comme ça. Ce biais, on peut aussi l'avoir pour les autres. On met aussi des étiquettes sur les autres. Quand, je dis, «Mon collègue, c'est un incompétent», «Ma belle-mère, elle est toxique», là aussi ça ferme la porte. Une fois que l'étiquette, elle est posée, tout ce que fait la personne, ça vient confirmer cette étiquette. La quatrième distorsion cognitive que je voulais vous partager, vous la connaissez sûrement, c'est celle qu'on appelle la pensée dichotomique. Le tout ou rien, le noir ou blanc. Celle-ci, elle est assez connue et le principe est simple, c'est que quand on pense comme ça, il n'existe que deux cases. C'est réussi ou c'est raté. C'est bien ou c'est nul ou c'est bien ou c'est mal. Il n'y a pas vraiment de nuance, il n'y a pas de dégradé. Et un exemple concret, ce serait que je prépare une présentation, j'y passe du temps, le jour J, je donne ma présentation, ça se passe bien, les gens accrochent, il y a des questions à la fin. Et puis, mon responsable fait une remarque après coup sur un point à travailler
Et donc je vais sortir de là avec une conclusion en tête, c'est que c'était nul. Pas: «Bah, c'était bien, globalement ça s'est bien passé et il y a quand même un point à améliorer». Non, je passe du côté: «C'est nul». Ça, c'est une distorsion cognitive que je retrouve beaucoup, beaucoup chez, mes clientes perfectionnistes qui sont exigeantes, où en fait, il y a pas de assez bien. C'est soit c'est parfait, soit c'est raté et on peut retrouver ce mécanisme dans d'autres situations. Par exemple, j'avais décidé que j'allais manger un carré de chocolat, au final, j'en mange 2 ou même, un petit troisième et je me dis que, bah, c'est foutu et au point où j'en suis, bah, autant finir la tablette et puis en fait, ça va aussi me servir à apaiser cette culpabilité que je ressens. C'est vraiment ça, ce tout ou rien et dans ces moments-là, on voit pas qu'on est biaisé. Quand je me dis que, cette réunion, elle était nulle alors que, bah, globalement ça allait, bah, j'ai l'impression d'être lucide, d'être honnête avec moi-même. Alors qu'en réalité, on utilise une notation presque où soit c'est 0, soit c'est 20 et il y a pas de milieu, il y a pas de nuance de gris. Donc là, l'idée, c'est de dézoomer et regarder les choses avec un tout petit peu plus de nuance, un petit peu plus objectivement. Cinquième distorsion, c'est la catastrophisation. C'est souvent celle qui fait le plus de bruit dans notre tête et c'est celle aussi de mon histoire du début, avec le message de la manager un vendredi soir en disant qu'on se parle lundi. La catastrophisation, c'est quand le cerveau se crée des scénarios catastrophes, qui souvent commencent par «et si?». Et si je me plantais? Et si, c'était grave? Et si elle le prenait mal? Et cetera. Et le problème, c'est pas tant ce premier «et si», c'est que le cerveau, il va enchaîner, il va dérouler. Et si j'avais fait une erreur dans ce dossier, bah, mon boss, il va s'en rendre compte, il va perdre confiance en moi, on va me retirer le projet, du coup, je vais être mise au placard, je vais peut-être perdre mon job, je vais peut-être pas en retrouver parce qu'à mon âge, dans mon secteur, je vais peut-être plus pouvoir payer mon crédit. En fait, en 10 secondes, on est passé d'une potentielle erreur dans un dossier où on sait même pas si elle existe à, aux huissiers à la maison. Et là, quand je vous le dis comme ça paraît peut-être, absurde presque, mais quand on est dedans, l'anxiété, elle est super forte et c'est dur de prendre du recul. D'autant plus que toutes ces étapes que notre cerveau, il a imaginées, en soi, c'est possible. C'est possible de faire une erreur, c'est possible, de perdre son job, enfin chaque étape, elle est plausible, mais c'est un petit peu l'enchaînement complet qui prend pas en compte la réalité et justement, le «problème» entre guillemets, c'est que notre cerveau, il fait pas la différence entre ce qu'on imagine et la réalité. Et donc en imaginant tout ça, on ressent, la boule au ventre, on ressent l'anxiété, on ressent le cœur qui s'accélère et cetera, comme si c'était vraiment en train de se passer. C'est ça qui est difficile, c'est que on ressent tout ça pour quelque chose qui a pas eu lieu, qui potentiellement n'aura jamais lieu, mais on le vit maintenant. Cette anxiété, c'est maintenant. Et puis ça a un impact sur, ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas. En fait, quand j'imagine le pire, ben j'y vais plus. Je vais pas aller demander mon augmentation, je vais pas postuler à ce job parce que et si je suis pas à la hauteur? Je vais pas, avoir cette conversation que je devrais avoir parce que je m'imagine que ça va peut-être finir en conflit et donc sous couvert d'être prudent ou prudente, ben j'obéis à un film que je me suis projeté toute seule. Petit disclaimer quand même, bien entendu, anticiper, c'est pas un défaut. Se préparer à ce qui pourrait arriver, c'est très utile. Mais ici, on est sur un autre registre. Avec la catastrophisation, il y a plus pied dans la réalité. Sixième distorsion cognitive, c'est les je dois et les il faut. C'est ce qu'on appelle les fausses obligations. C'est toutes ces phrases qui commencent par je devrais pas, il faut, je dois être disponible pour ma famille, il faut que je réponde tout de suite, je devrais être plus organisée, je devrais pas être fatiguée alors que j'ai rien fait de la journée, il faut que je sois à la hauteur, je devrais être heureuse, j'ai tout pour l'être. Voilà, ce sont des espèces d'injonctions, des règles, souvent qu'on n'a pas choisies consciemment, qu'on n'a jamais vraiment discuté. Et pourquoi c'est une distorsion? Parce que vous allez peut-être me dire, bah, en fait, c'est juste que je veux faire les choses bien, que être fiable, c'est important pour moi, etc., etc. Oui, mais ici, c'est une distorsion parce que c'est je dois, il faut, c'est comme des lois presque, c'est des injonctions. Alors qu'en réalité, ce sont des préférences. Il y a très peu de choses qu'on doit vraiment absolument faire. Quand je me dis que je dois répondre rapidement aux messages, c'est pas une obligation, c'est une chose que je préfère faire pour éviter qu'on me trouve négligente, par exemple. Mais le cerveau, il le formule pas comme ça. Il le formule comme s'il n'y avait pas le choix et c'est là que c'est faux, c'est qu'il y a toujours le choix. C'est juste qu'il y a un coût, si on le fait pas, il y a peut-être un coût
qu'on n'a pas envie de payer. C'est l'exemple vraiment typique, mais je vous le donne quand même parce que je trouve qu'il est très parlant. Je suis pas obligée de payer mes impôts. En soi, il y a des gens qui ne payent pas leurs impôts. Par contre, si ou quand plutôt je me fais choper, bah là, il y aura des conséquences. Donc je paye mes impôts et dans les temps parce que j'ai pas envie de souffrir de ces conséquences-là. J'ai pas envie d'avoir une majoration. Mais en soi, je peux ne pas payer mes impôts. Il y a des gens qui payent pas leurs impôts. Et c'est pareil pour plein de trucs. Je suis pas obligée d'aller au travail lundi matin, mais si je le fais pas, il y aura des conséquences. Donc je le fais parce que j'ai pas envie de supporter ces conséquences-là. Et le souci arrive pas quand je me dis que je dois payer mes impôts, ça en général ça va, c'est quand je me dis plein de je dois et il faut au quotidien qui me mettent une pression qui en réalité est une pression interne. Et qui fait aussi que quand j'arrive pas à respecter la règle, je me sens coupable, je ressens de la honte, je me sens nulle. Et là, je parle pour nous-mêmes, mais on peut aussi avoir cette distorsion cognitive envers les autres, avoir des règles pour les autres que eux peut-être ne connaissent même pas et ils ont peut-être pas les mêmes, mais quand eux ne respectent pas cette règle, on se sent en colère ou on a du ressentiment. On se dit que la personne devrait le voir tout seul, ou elle devrait me remercier, ou qu'on fait pas ça à quelqu'un. Voilà, on va se dire des choses comme ça parce que on avait une règle, on avait une attente qui de l'intérieur nous paraît être une loi universelle presque, alors qu'en réalité c'est un choix. On termine avec la septième et dernière distorsion cognitive qui est pas toujours facile à repérer, c'est le raisonnement émotionnel. C'est quand on prend ce qu'on ressent pour une preuve de ce qui est. C'est un mécanisme qui tient en une phrase qui serait je le ressens, donc c'est vrai. Je me sens nul, donc je suis nul. Je me sens coupable, donc j'ai forcément fait quelque chose de mal. J'ai peur, donc c'est dangereux. Je me sens de trop dans ce groupe, donc je suis de trop. J'ai peur d'être un imposteur, donc je suis un imposteur. Sauf qu'une émotion, c'est pas une preuve. C'est une information sur notre état intérieur à un instant T, mais pas sur le monde extérieur. Je vous donne un exemple. Imaginons que j'ai une blessure de rejet, que j'ai vécu ça plus jeune, ça a été douloureux, et mon cerveau, pour me protéger, est devenu beaucoup plus alerte au moindre signe de rejet. Et c'est son job en réalité. Donc quand une amie annule le verre qu'on avait prévu ce soir, mon cerveau va interpréter ça comme un rejet. Et moi, je vais ressentir un truc désagréable qui est très réel, je le ressens vraiment dans mon corps. Que voilà, j'ai un nœud dans le ventre, peut-être que j'ai envie de pleurer, etc. Alors que cette amie, elle a besoin d'une soirée au calme et que ça n'a rien à voir avec moi. Autrement dit, mon ressenti, il parle pas de mon amie, il me parle de mon histoire. C'est pour vous illustrer un peu que mon ressenti peut être trompeur. Alors attention, ce que je ressens, c'est réel. En revanche, ce qui n'est pas toujours vrai, c'est la conclusion qu'on en tire. Et le vrai coup de cette distorsion cognitive-là, c'est qu'on prend des décisions à partir de ces conclusions-là. Là, par exemple, si quand mon amie elle annule ce verre, j'en tire la conclusion que elle a peut-être pas tant envie que ça d'être amie avec moi, je vais peut-être être plus distante avec elle. Je vais peut-être pas lui reproposer une date. Je vais peut-être me dire, de toute façon, elle a pas envie. Et puis petit à petit, je vais moi-même créer cette distance que je croyais avoir constatée et qui me fait peur en réalité. Donc ici, je vous dis pas de plus faire confiance du tout à vos ressentis, attention, mais que c'est important de regarder ce qu'il y a derrière, de regarder les faits. Parce que avec ce biais de raisonnement émotionnel, les faits, ils ne pèsent presque rien face à mon ressenti. C'est mon ressenti qui devient une preuve. Et d'ailleurs, le titre du podcast, c'est un petit peu le contre-pied de ça. J'ai peur, donc j'y vais. C'est pas une phrase motivante, c'est un rappel que la peur n'est pas égale à danger. Et que la peur, c'est pas un panneau stop demi-tour, c'est un panneau attention. Peut-être qu'il y a danger, mais peut-être pas. Et parfois, si j'ai peur, c'est aussi parce qu'il y a quelque chose derrière qui me fait envie, qui est important pour moi. Et si j'attends de plus avoir peur pour y aller, je vais attendre un signal qui viendra peut-être jamais. Si j'attends de me sentir légitime pour postuler, de me sentir prête pour prendre la parole, de me sentir sûre de moi pour dire ce que je pense, ben ça va peut-être jamais arriver. Et en fait, c'est surtout que ça marche pas comme ça. C'est quand je me confronte à mes peurs que je peux me prouver que ça va, que je suis capable. Et peut-être que même il n'y avait rien à craindre. C'est quand je fais les choses que je peux voir de moi-même qu'en fait, je suis capable et que je gagne confiance en moi. Voilà, ça c'est important. Maintenant qu'on a dit tout ça, vous vous dites peut-être, ok, j'ai compris, mais concrètement, qu'est-ce que j'en fais? Je vais vous donner une méthode en 3 étapes. La première, c'est repérer. Et ça passe par le corps. On ne peut pas surveiller nos pensées toute la journée, enfin ce serait hyper épuisant. Donc on va plutôt partir de l'émotion.
parce que ça, on le sent, on le ressent. Donc ces sensations-là, ça va être votre signal d'alarme. Chaque fois que vous ressentez une émotion inconfortable qui monte, arrêtez-vous et demandez-vous: «Qu'est-ce que je viens de penser juste avant?» C'est pas évident au début, mais essayez de creuser un petit peu, de vous demander: «Qu'est-ce qui s'est passé là, sur les 5 dernières minutes? Est-ce que j'ai reçu un message, une remarque qui m'a un petit peu touchée? Est-ce que j'ai ouvert un mail? Est-ce qu'il y a un souvenir qui m'a traversé? Quelque chose que quelqu'un a dit?» Bref, essayez de regarder qu'est-ce qui a pu se passer et surtout, 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 qu'est-ce que je me suis raconté là-dessus? Parce que c'est ça qu'on cherche. Et une fois que vous avez repéré cette pensée ou ces pensées, essayez, deuxième étape, de repérer s'il y a une distorsion cognitive. Repérer et nommer. Donc vous pouvez vous dire: «Ah bah là, c'est du filtre mental» ou «Là, je suis en train de faire de la lecture de pensée». Ça paraît pas grand-chose comme ça, mais en réalité, c'est important. Parce que quand vous vous dites ça, vous êtes plus dans la pensée, vous êtes en train de l'observer. Et vous passez de croire votre pensée sur parole à: «Bah voilà, c'est une pensée qui traverse mon esprit et je peux peut-être la questionner» et ça, c'est hyper important. Et justement, ça nous amène au troisième point qui est questionner, interroger cette pensée. J'ai un chat qui m'a rejoint, donc vous allez peut-être entendre des miaulements, puisqu'il en a marre que je sois en train de parler à un micro. Quelques petites questions que vous pouvez vous poser, c'est tout simplement: quels sont les faits? Pas ce que j'en pense, mais les faits observables. Dans mon exemple du tout début, ça aurait pu être, bah voilà, j'ai reçu un message de quelques mots qui me demandent si on peut parler lundi. C'est ça les faits. En fait, tout le reste, c'est ajouté. Une autre question, ça pourrait être: quelles sont les autres explications possibles? Et là, essayez d'en trouver quand même 2 au minimum. Ou de vous demander: qu'est-ce que je dirais à une amie ou à un ami? Parce qu'en général, on a toujours 2 standards. On en a un pour les autres qui est tout en nuances, qui arrive à prendre du recul, forcément parce qu'on n'est pas dans l'émotionnel. Et puis on en a un pour nous qui est souvent différent et parfois un peu plus dur. Alors le défi que je vous propose pour cette semaine ou même pour aujourd'hui, c'est de repérer une distorsion cognitive. Une seule, la repérer, la nommer, la questionner. Vous allez voir qu'au début, ça va être pas évident de les repérer sur le coup, mais c'est tout à fait normal. Et puis, ce que je veux vous dire aussi, c'est que ça ne va pas faire disparaître ces distorsions cognitives. L'objectif d'ailleurs, c'est pas de les supprimer. Ça n'arrivera pas. L'objectif, c'est de ne plus les croire automatiquement. Et ça change beaucoup de choses concrètement. Parce que dans mon exemple du début, ça aurait voulu dire ne pas passer un week-end entier à ruminer et à mal dormir. Nos pensées, ça vaut le coup de les questionner parce que derrière, on pourrait se sentir beaucoup plus apaisé. Et je sais que de l'intérieur, c'est pas toujours simple de repérer ses propres distorsions, ses propres schémas, et puis surtout de s'en détacher. Parce que souvent, on sait ce qu'on devrait faire, on a lu, on a écouté, on a compris, mais entre comprendre et arriver à le faire vraiment au quotidien et surtout de manière durable, il peut y avoir un écart qui est assez grand. Et c'est exactement pour ça que j'accompagne des personnes en coaching individuel. Donc si vous voulez faire ce travail en étant accompagné, pour construire une estime de vous, une confiance en vous solide, pour vous affirmer, pour vous sentir serein ou sereine, ou peu importe votre objectif, en réalité on peut travailler sur plein de choses, ça reste du 100% sur mesure. Je vous propose qu'on en parle lors d'un appel découverte. C'est un appel de 30 minutes pour faire connaissance, pour voir où vous en êtes, voir ce qui vous bloque vraiment, et puis voir si je suis la bonne personne surtout pour vous accompagner. Je vous mets le lien en description de cet épisode et puis vous pouvez aussi le retrouver dans la description de ma bio sur Instagram. Mon Instagram c'est Steph Blue Lips, ça s'écrit Stef Bluelips. Voilà, vous pouvez me retrouver là-bas, vous pouvez aussi m'écrire, ça me fait toujours très plaisir quand vous m'écrivez. Et moi je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager si vous pensez à quelqu'un autour de vous à qui ça pourrait plaire. Et je vous remercie encore d'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous, passez une bonne semaine et on se retrouve dans 2 semaines. Ciao!